les projets dont le foncier est en maîtrise FIF sont 2 fois plus denses en moyenne que les autres projets. Qu'est-ce qui explique cette densité largement supérieure? Est-ce que c'est de votre fait ou... Les appels à projets ne sont pas dérogatoires aux conventions d'intervention foncière que nous signons avec les collectivités. C'est-à-dire que quand nous accompagnons une collectivité, on définit un périmètre, des programmes, et derrière ces programmes, je dirais, un nombre de mètres carrés d'activité, un nombre de logements à l'hectare. On ne le donne pas, je dirais, comme ça par hasard. On le donne au regard donc de l'économie de projet que l'on peut, donc, il est nécessaire donc de pouvoir développer par rapport donc aux contraintes du marché local et d'autres contraintes, je pense à des sources de pollution importantes, qui fait que derrière il faut pouvoir équilibrer. Alors c'est vrai que généralement quand on nous appelle rarement sur des terrains qui sont clean, bien placés et je dirais dans un idéal absolu. On a souvent, je dirais, plutôt le fond du panier que le dessus du panier. Et donc, qui dit fond du panier, c'est souvent des terrains qui, de longue date, ont des contraintes, ont des problèmes qui sont liés notamment à la question de la pollution, il n'est pas tout, des bâtis importants à démolir, avec des contraintes amiantes importantes, qui fait que derrière cela, il y a un coût de projet. Et derrière ce coût de projet, pour l'équilibrer, il faut donc une opération qui soit donc capable d'arriver à un équilibre économique. Et voilà, et donc, une des explications peut être celle-là. L'autre explication que je pourrais aussi, pour flatter notre ego, c'est de dire qu'on est aussi, comment dire, qu'on est des bons colporteurs, si vous voulez, de politique publique aujourd'hui en matière de parcimonie, de terrain, je dirais, d'extension urbaine au profit donc d'une densification certes maîtrisée mais nécessaire donc dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain. Merci. Je suis architecte et urbaniste. J'ai une question concernant le groupement conception-réalisation et le fait qu'il y ait déjà un groupement conception-réalisation et qu'il n'y ait plus de l'étape de mise en concurrence pour les entreprises, etc. Est-ce que ça ne favorise pas justement un effet de domination par les grandes entreprises, alors qu'aussi il y a cette étape de mise en concurrence et puis justement, comme les grandes entreprises, ils peuvent accéder au marché d'une manière plus facilement, ils acceptent de perdre peut-être un peu sur chacun des projets, mais en somme, ils peuvent récupérer une quantité importante de projets. Je ne sais pas s'il y a un constat ou une évaluation qui sont faites sur cet aspect-là. Oui, bonjour, merci Marie de Cotlarana, groupe Val-Office, bailleur aménageur Val-de-Marne et Grand Paris. Conforter ce qu'a dit Jacques J.P. Martin sur effectivement cette très bonne formule qui a été trouvée entre Nogent, l'OPH de Nogent et Val-Office. Effectivement, c'est aussi une forme d'innovation qui peut permettre d'avancer sur le logement social. J'avais juste une remarque autre et 2 questions par rapport aux interventions toutes passionnantes qu'on a entendues. Pour Johan Pérez, et c'est l'intervention de la collègue architecte qui m'y fait penser, vous n'avez pas évoqué au moment de première phase de réinventer Paris le positionnement et l'inquiétude d'un certain nombre d'architectes et la manière dont la ville de Paris, dans un deuxième temps, a essayé de prendre en compte ces préoccupations. Et puis j'avais une question pour l'EPFI, pour l'IAU. Le président de la métropole mentionne souvent de manière agrégée ce que donne l'appel à projet Inventons la métropole en termes de points du PIB. Donc est-ce que vous pourriez justement à cet égard nous situer un peu tous appels à projets confondus, en tout cas celui d'Inventons la métropole, ce qu'il en est par rapport à l'ensemble des projets en cours dans la métropole et en Ile-de-France. Merci. Ça sera concret, qui veut répondre ou sur le groupement? Monsieur Vincent. Concernant votre question, c'est très simple.
Premier temps, vous faites un appel à candidature. Vous choisissez par exemple deux, trois groupements. Ensuite, une fois que vous les avez choisis, vous leur donnez votre cahier des charges, en ligne. Et après, vous allez choisir celui avec qui vous allez travailler. Et dans la contractualisation, moi, en tout cas pour le projet dont je vous ai parlé, j'ai demandé clairement qu'il y ait des TPE, des PME. Je n'ai pas donné les noms, mais je leur ai dit que je voulais une répartition harmonieuse entre leurs équipes, parce qu'ils ont souvent leurs propres équipes, et le tissu des PME, PMI. Il s'est passé la même chose, hein, puisque vous avez ici quelqu'un qui connaît bien le sujet. Il s'est passé la même chose pour la Société du Grand Paris avec les grands marchés. Il y a eu des discussions et en réalité, très vite, on a réussi à imposer en partenaire un certain nombre de PME, PMI des territoires traversés par la ligne 15. On les a imposés au grand groupe. Et d'ailleurs, c'était parfois des groupes même internationaux. Donc ça c'est possible. On peut mettre des conditions, si vous voulez, à la phase réalisation, et tout ça peut être monté dans un contrat de projet que l'on réactualise quand le projet dure un petit peu trop longtemps, mais il n'y a pas de souci de ce côté-là, il suffit de le vouloir. Il ne faut pas demander du type ah, ça serait bien que vous fassiez travailler les PME, PMI. Non, il faut que ce soit une condition de l'accord que pour compléter vis-à-vis des étudiants, Yoann Pérez me corrigera si je me trompe, mais l'essentiel quand même des appels à projets ont été remportés par des grands promoteurs, Link City bien évidemment, qui sont eux-mêmes d'ailleurs adossés à des grandes entreprises du BTP, des majors du BTP. Yoann, tu me corrigeras. Et puis, par ailleurs, sur l'inquiétude des architectes, donc elle s'était déjà exprimée au moment des contrats de partenariat, désormais marché de partenariat. Leur inquiétude consiste, c'est la perte d'autonomie professionnelle, c'est-à-dire que l'idée c'était que les marchés publics séparaient les constructeurs, promoteurs et d'un côté les architectes, l'architecture étant reconnue d'intérêt public, on s'assurait qu'ils exercent une fonction autonome par rapport aux promoteurs et aux bâtisseurs. Et donc évidemment avec ce type de contrat, il y a une crainte de la profession d'une perte d'autonomie professionnelle puisqu'ils se trouvent intégrés et selon certains inféodés aux promoteurs qui sont les porteurs des La vraie question pour les architectes, c'était que en réinventant Paris, c'était ça, ça n'était pas très clair au niveau de leurs prestations pour le cas où le groupement n'était pas, enfin le promoteur n'était pas retenu. Et qu'est-ce que c'est qu'une faisabilité? À quel moment cela devient quelque chose qui suppose rémunération? C'est pas très clair. Alors, l'enseignement de Paris, on l'a repris au niveau d'Inventons la métropole, et je vais même vous dire, ça a été très loin, puisqu'il y avait même un représentant de la Chambre des architectes qui était dans chacun des jurys, et on a bien veillé à ce que la faisabilité soit la première phase, non, la deuxième phase, oui, c'était bien considéré comme une prestation de la part de l'architecte. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble des œuvres des lauréats représente pour les 51 sites de l'appel à projet donc 1,3 milliard d'euros sur l'offre foncière. Après, à partir de là, il faudrait rajouter tous les coûts liés à l'aménagement, à la construction, bien sûr, et à la gestion. Bon, déjà, ça nous permet d'avoir un ordre d'idée sur la 6 milliards. Oui, c'est ça. Pardon, mais ma question était la part entre cela et tout ce qui se fait globalement, la part de ce type d'appel à projet par rapport au reste.
J'ai un chiffre, j'en connais pas encore beaucoup sur l'île de France, mais un qui peut permettre une forme de comparaison. Mais encore une fois, quantitatif et qualitatif, après il faut vraiment faire la part des choses. Si j'ai bien compris, c'est à peu près 15 000 logements qui sont rendus possibles par le concours dont on parle. 15 000 logements sur une production annuelle de 70-80 000 en Île-de-France. Donc c'est conséquent et en même temps ça rappelle la part du diffus. Hein, on sait tous, dans la production urbaine, le diffus est majoritaire. Donc ces 15 000 logements étalés sur plusieurs années, ils sont à la fois modestes et par contre qualitativement et en matière d'innovation, et ça peut faire la transition avec la table ronde suivante, ils sont des aiguillons sur un certain nombre de sujets, parce que sur le plan programmatique, ces 15 000 logements, on peut espérer qu'ils donnent des résultats un petit peu plus originaux que la promotion immobilière classique.